Certains algorithmes que notre invité a développés permettent aux ordinateurs d'analyser des images ou des vidéos avec un niveau de compréhension proche de celui de l'humain, ce qui ouvre un champ d'application potentiel énorme des véhicules autonomes à la robotique médicale en passant par la surveillance de l'environnement. Découvrons ensemble Cordelia Schmid, informaticienne allemande, spécialiste de la vision par ordinateur. Elle est directrice de recherche à l'INRIA et récipiendaire du prix de l'inventeur européen 2024. Elle sera soumise au feu nourri des questions d'Héloïse Ponce, journaliste au Point. Là encore, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et tous et bonjour Cordelia, merci beaucoup d'être venue à ce sommet, on est ravis de vous recevoir. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a motivé à vous lancer dans le domaine de la vision par ordinateur à une époque où il me semble la discipline en était vraiment à ses balbutiements? Oui, donc j'avais fait mon stage de master dans le domaine de la robotique mobile et donc là le but c'est de détecter Il y a un problème de micro, non? donc je recommence. Donc j'avais fait mon stage de master dans le domaine de la robotique mobile et là le but c'est de calibrer le robot à partir d'un cube. Et donc détecter ce cube c'était très difficile et à l'époque je trouvais ça super fascinant. C'était il y a 25 ans que ça marche aussi mal et que pour un humain c'est une tâche super facile. Donc nous on aperçoit le monde et ça paraît extrêmement facile et pour un ordinateur c'est très difficile et donc là je me suis dit ça m'intéresse vraiment et de voir comment on pourrait faire marcher ça et donc je me suis lancée là-dedans et je vais rester dans le domaine de recherche avec des domaines annexes jusqu'à maintenant en fait. Donc. Et à cette époque-là, quelles étaient les potentielles applications qu'on cherchait à adresser? À l'époque c'était surtout un domaine de recherche donc il y avait quasiment pas de domaine d'application. Il y avait peut-être l'inspection visuelle, il y avait peut-être quelques applications pour vraiment détecter des défauts dans des productions, mais il y avait vraiment, pendant les 10 premières années de ma carrière, c'était vraiment un sujet de recherche sans aucune application. Donc, c'était un peu vraiment la recherche en amont. Et maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'applications, donc ça a changé complètement. Donc, c'est un peu bête. Si vous pensez maintenant aux ordinateurs quantiques, aujourd'hui, c'est un problème de recherche. Ça marche pas du tout et c'est un pari ouvert, en fait. Et c'était un peu comme ça à l'époque. Mais ça devait être passionnant d'être justement au tout début. Oui, c'est sûr. C'est super, en fait. Ça, c'est une super fin de carrière, en fait, de voir que ça marche et que maintenant, on peut faire plein de choses. Et donc, ça permet vraiment d'aller au-delà de ce qu'on a pu imaginer au début, en fait. Au début, on se disait vraiment, c'est difficile, on va faire marcher peut-être un jour. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, on peut vraiment penser à la suite. Donc, c'est plutôt devenu un outil, maintenant, la vision par ordinateur, je dirais. À cette époque, on parlait déjà d'intelligence artificielle, etc., ou pas vraiment? Oui, je pense que le terme, ça existe depuis les années 60, en fait, l'intelligence artificielle. Donc, il y avait les premières approches, d'ailleurs, à partir des réseaux aussi, ça existe depuis très longtemps, mais après, on va revenir là-dessus, mais pour le faire vraiment marcher, il a fallu quelques étapes supplémentaires pour que ça marche, en fait. Bien sûr. Oui, il y avait aussi beaucoup d'approches de logique, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait toutes les approches de prologue, des choses qui raisonnaient sur des faits logiques, en fait, qui étaient codés dans l'ordinateur. Et aujourd'hui, c'est par l'apprentissage, mais l'idée, c'est exactement la même. En fait, de pouvoir déduire des faits à partir d'autres faits. En fait. Super. Alors peut-être, donc on a résumé cet échange en disant que vous donnez des yeux à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour le public, pour nous, simplement ce qu'est la vision par ordinateur et son objectif principal? Oui, donc c'est très facile. Vous avez une image ou un flux vidéo et ce que vous voulez, c'est comprendre ce qu'il y a dedans. Donc comme je disais tout à l'heure, ça peut paraître évident. Vous regardez la salle, vous voyez les gens, vous pouvez les compter. Et par contre, pour un ordinateur, ce qu'il voit, c'est une matrice de pixels. Donc, vous prenez une photo, c'est représenté en interne comme une matrice de pixels et chaque pixel a une valeur de couleur. Et quand vous regardez ce qu'il voit à l'ordinateur, vous ne voyez rien du tout. Et donc là, c'est vraiment de voir comment transformer cette matrice au flux de pixels dans quelque chose compréhensible. Et en fait, donc là, maintenant, ce qu'on dit, c'est des algorithmes d'apprentissage et on peut tirer un peu des similarités entre l'humain. Un bébé qui naît, il ne voit pas aussi ce qu'il y a dans son champ de vision et apprend à fur et à mesure les différents concepts.
C'est d'ailleurs un peu contre-intuitif, en tout cas c'est un peu étrange de se dire qu'une intelligence artificielle en termes de capacité de calcul, elle est des milliers de fois, des millions de fois plus performante qu'un humain, alors qu'elle n'est pas capable de distinguer, comme un humain a priori au départ, n'importe quel objet du quotidien, quoi. C'est étonnant. Oui, mais dans l'humain, enfin, dans le cerveau, déjà, on ne comprend pas tout à fait comment ça marche, mais il y a quand même aussi beaucoup de neurones, beaucoup de complexité. Donc, c'est aussi des mécanismes qui permettent de stocker énormément d'informations. Donc, je pense. Et après, bon, voilà, c'est peut-être mieux fait, en fait. Peut-être l'architecture, la hardware, enfin, c'est différent. En tout cas, on ne sait pas reproduire un cerveau et faire marcher un cerveau. Donc, du coup. Et après, il y a d'autres problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Par exemple, un humain peut apprendre à fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose que, bon, on essaye de le faire. Il y a quelques algorithmes qui le font, mais c'est beaucoup plus dur qu'on le croit, en fait. Donc, souvent, les gens rapprennent tout. Donc, ils repartent de rien. L'ordinateur apprend tout de scratch, en fait. Et un humain, enfin, vous n'allez pas faire, maintenant, je efface tout ce que je sais faire et je rapprends tout du début. Donc, finalement, ce mécanisme-là permet, enfin, on ne sait pas comment faire, en fait. Et donc, tout ce qui est mémoire, chez l'humain aussi, vous oubliez des choses et ça, c'est quelque chose aussi pas tout à fait déterministique. Et donc ça, on ne sait pas modéliser non plus. Donc il y a quand même beaucoup de différences, mais c'est sûr que l'humain, il a bien mis ça en place. Donc c'est clair, mais bon, ça, c'est un autre sujet de recherche, en fait. Ouais. Donc, vous le disiez, quand vous avez commencé il y a 25 ans, c'était difficile pour un ordinateur de reconnaître un simple cube. C'était vraiment le sujet. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur où on en est aujourd'hui? Quels ont été les grands tournants de ces dernières décennies dans ce domaine? Oui, donc au début des années 2000, il y avait l'apprentissage, donc différents types d'apprentissage qui ont vraiment changé l'avancée. Donc avant, ce qu'on faisait, on avait des règles et des algorithmes déterministes qui expliquaient ce qu'il y a dans les images. Et aujourd'hui, on apprend les concepts à partir de données. Et donc, c'était vraiment un changement. Comment faire, en fait? Et c'est un peu le début de tout ce qui est aujourd'hui les LLM dont tout le monde parle. Donc, c'est un peu la même chose pour la vision, mais aussi pour d'autres domaines comme le langage ou l'audio, etc. Donc, c'est vraiment le même chemin d'apprendre à partir de domaines, les concepts. Donc, ce qui est important, c'est avoir les données, donc des grandes quantités de données, des algorithmes évidemment performants et après des infrastructures de calcul énormes. Donc je pense que vous avez tous entendu, il y a maintenant toujours cette question, combien de calculs on utilise, et c'est aussi une question récurrente dans la presse, on utilise trop de calculs, comment faire pour réduire? Donc c'est une des questions de recherche, comment rendre ces modèles plus utilisables et moins chers, en fait. Donc. Et vous me disiez justement, quand on préparait l'entretien, quand je vous avais interviewé, que certaines technologies que vous avez développées, qui sont développées en vision par ordinateur, sont vraiment aujourd'hui dans nos vies quotidiennes, de manière consciente ou pas, en fait, d'ailleurs, pour les gens. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'algo, de vision par ordinateur, d'outils de vision par ordinateur qui sont présents dans nos vies quotidiennes? Oui, donc un exemple que j'aime bien donner, c'est quand vous rentrez dans un parking, il y a l'ordinateur qui reconnaît votre plaque de voiture. Donc ça, c'était pendant très longtemps aussi un sujet de recherche. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on suppose acquis, en fait. Vous rentrez, il reconnaît et vous laisse passer si vous êtes payé par le parking. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est quand vous loguez sur votre smartphone, l'ordinateur reconnaît votre empreinte digitale ou votre visage. Et donc ça marche super bien. Donc ça marche toujours. Votre empreinte digitale est toujours reconnue. Donc ça, pareil, ce qui fait l'ordinateur ou le téléphone, il regarde les informations sur le visage ou sur le doigt. Et il y a des algorithmes derrière qui reconnaissent que c'est vous. Et donc après, il permet de vous... Donc ça, c'est vraiment deux exemples, je pense, qui sont dans la vie de tous les jours. Et après, je pense qu'il y a de plus en plus d'exemples. Et l'autre exemple qui est connu de tout le monde, c'est la voiture autonome. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure à votre collègue, finalement, la voiture autonome, le problème principal pendant très très longtemps, c'était la vision par ordinateur, en fait. Parce que quand il reconnaît, qu'il confond un pont et une voiture ou un camion, c'est clair que là, ça ne va pas. Et donc finalement, c'était vraiment la difficulté d'avoir la vision qui marche à 100%, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des erreurs, en fait. Donc voilà, c'est encore un challenge, non, pour le sujet justement des véhicules autonomes, ou même de la robotique médicale, ou ce genre de choses?
Oui, oui, c'est pareil pour la voiture autonome, ça marche pas. Enfin là, maintenant, dans les environnements connus, maintenant, il y a des voitures qui se déplacent à une vitesse réduite, mais il est clair que ça marche pas encore à 100%. Et il faudra encore que ce soit robuste, parce qu'on ne peut pas dire, voilà, enfin, si vous recherchez une information ou une empreinte digitale ou une plaque de voiture, si ça ne marche pas un jour, ce n'est pas dramatique. Mais pour une voiture, il faut que ça soit fiable à 100%. Et donc après, ce qu'ils font aussi, c'est ils ont plusieurs types de senseurs. Donc on peut mettre plusieurs senseurs en parallèle, et donc après, ça peut se complémenter. Et on a Quel fait type, par exemple, de senseur? du lidar, par exemple, ou enfin, du infrarouge, ou des choses comme ça, et la vision. Donc ça fait 3 sources d'informations qu'on peut mettre ensemble. Donc il y a des ruses qu'on peut faire pour faire marcher ça mieux, mais c'est clair que c'est le point clé. Et après aussi, un aspect intéressant, c'est comment on modélise l'environnement. Donc là, il y a des cartes de l'environnement qu'on peut utiliser et acheter. Et donc après, si on a ça de façon très fiable, ça nous permet de naviguer plus facilement. Et c'est plus dur s'il faut explorer l'environnement de façon autonome. Donc là, il faut le construire quand on explore l'environnement, et ça c'est aussi un problème ouvert, par exemple en robotique. Et donc l'autre question que vous avez, c'était pour la chirurgie médicale. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui marchent de façon assistée. Donc je pense que ça c'est déjà très très utile aux médecins. Enfin, c'est pas mon domaine de recherche, mais c'est très utile aux médecins d'avoir ça. Mais d'imaginer que ce soit totalement autonome, pour l'instant, on est encore très loin. Et je pense que c'est aussi peut-être pas souhaitable, parce que les gens ne vont pas vouloir qu'un robot les opère. Donc c'est un peu... Mais après, il y a aussi, si vous regardez le médical, il y a aussi beaucoup d'applications, comme par exemple la détection de maladies, la détection du cancer. Donc là, on a encore tout au début, je pense qu'on peut faire. C'est une application, on peut faire encore énormément de progrès avec des buts qui sont vraiment utiles pour la société, en fait. Alors, c'est une question un peu connexe, mais justement, vous parliez un peu de l'acceptabilité des gens de ces technologies, notamment donc, dans des applications évidentes comme les véhicules autonomes ou la robotique médicale. Vous pensez qu'un jour, on arrivera, vous, les chercheurs, arriverez à prouver au grand public qu'il y a des systèmes assez robustes pour être vraiment 100% fiables pour les usagers, en fait, ou les patients? Oui, je pense que je pense on s'approche quand même de plus en plus. Donc, c'est une question de temps. Donc, on arrive à le faire robustifier chaque année. Il y a des prognostics qui sont totalement différents selon ce que vous regardez. Donc, je ne veux pas vous dire dans X années ça va marcher, mais on fait des progrès. Et après, je pense au niveau acceptation, c'est si ça marche de façon fiable, ça va être accepté, en fait. J'étais en train de me demander ce matin, je discutais encore avec l'autre collègue, et il me demandait, oui, qu'est-ce que c'est? Et je veux dire, si vous montez dans la voiture, ça marche, et tout le monde sait que ça marche, ça va être adopté, en fait. Vous montez aussi dans un avion, il y a 100 ans, vous aurez peut-être eu peur, et aujourd'hui, vous ne posez pas la question. Et effectivement, après, la question, c'est est-ce qu'il y a un accident, tous les 5 ans, vous montez toujours dans l'avion. On sait tous qu'il n'y a pas les zéro risque, ça n'existe pas. Donc, je pense que ça va venir. Et finalement, de se dire qu'on n'a pas besoin de se conduire tout seul. Moi, j'aime pas conduire. Donc, du coup, ou pour les enfants, de pouvoir les amener à l'école avec la voiture, ou de pouvoir y aller, ils peuvent y aller tout seuls. C'est comme quelque chose de vraiment fantastique. En tout cas, pour moi, ça me fait rêver, en fait. Pour revenir un petit peu sur vos travaux en particulier, vous utilisez des approches d'apprentissage automatique faiblement supervisées. En quoi ça diffère des approches plus traditionnelles, et pourquoi c'est essentiel dans le domaine de la vision par ordinateur? Donc, je pense que ce n'est pas juste pour la vision par ordinateur, c'est un peu partout dans tous les domaines. Donc superviser, ça veut dire il faut annoter des données de façon très précise. Donc c'est vrai pour, par exemple, la traduction. Vous avez une phrase, vous avez la phrase traduite qui est correcte. Donc ça, c'est supervisé. Et pour la vision, c'est encore plus dur, parce qu'il faut vraiment annoter les concepts dans l'image. Donc il ne suffit pas juste de donner un label à l'image. Il faut vraiment labelliser les objets, et souvent de façon très détaillée, pour vraiment avoir les contours des objets. Et donc ça, c'est évidemment très coûteux. Et donc, ce qu'on voudra, c'est aller vers des systèmes qui peuvent apprendre sur mesure ou sur le volet automatiquement. Et donc là, une des manières de faire, donc c'est ce qu'ils font aujourd'hui, c'est de manière prédire ce qu'on a vu, et donc prédire par exemple le futur. Donc ça, c'est une manière d'apprendre complètement automatiser les descripteurs, les représentations. Et après, une autre manière de faire, notamment en vision qui est spécifique à la vision, c'est utiliser des données complémentaires, comme par exemple le langage, pour avoir une description de ce qui a
dans l'image de façon peu précise, mais en voyant plein de données comme ça permet à l'ordinateur après de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et donc, vous pouvez, par exemple, utiliser le langage et la vision en même temps et après prédire les deux de façon complémentaire. Par exemple, vous pouvez avoir une question sur une image et donc après, le modèle répond à cette question. Et ça, vous pouvez apprendre à partir de données semi-supervisées, donc à partir de données de texte et vision que vous trouvez un peu partout. Donc, après, c'est la question, quelle est la qualité des données. Donc, si vous êtes un peu familier avec les Large Language Models, donc là, ce qu'ils font, ils prennent par exemple des livres où la qualité est garantie. Et pour la vision, c'est un peu plus dur parce que si vous prenez une vidéo sur YouTube, les annotations, les métadonnées ne sont pas forcément très descriptifs de ce qu'il y a dedans. Donc, il faut faire des filtrages, voir un peu comment apprendre avec ces données et quels sont les mécanismes pour améliorer et apprendre à partir de ces données-là. Pareil, sur votre travail au quotidien, vous avez un statut un peu particulier. Vous partagez un petit peu votre temps entre l'INRIA, où vous explorez des problématiques de recherche fondamentales, et Google, où vous travaillez sur des applications. Comment est-ce que vous conciliez ces deux approches? Pourquoi vous avez fait ce choix d'être à mi-chemin entre l'INRIA et Google? Donc, au niveau pratique, c'est un peu comme tout le travail. Donc, j'ai un peu deux travails et je travaille un jour, 2 jours par semaine sur l'un, 2 jours sur l'autre. Donc, c'est vraiment séparé. C'est pas vraiment un travail, c'est pas un mélange des deux. Et pourquoi je choisis ça? Donc, à l'INRIA, ce que je fais, c'est la recherche fondamentale, donc c'est plus des problèmes à long terme, ouverts. Je peux explorer ce que je veux. Donc en ce moment, peut-être revenir dessus après, c'est la robotique. Donc c'est quelque chose que je trouve, c'est vraiment quelque chose de combiner ça avec les approches d'apprentissage de la vision, c'est très intéressant. Et donc et aussi après, l'INRIA, c'est aussi la vocation de formation. Donc je pense que c'est aussi important donc, de se rappeler dans les instituts de recherche en forme comme des thésards, en fait. Donc c'est quand même aussi, je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc, ça permet évidemment pour les chercheurs d'avoir quelqu'un qui regarde les problèmes et de travailler pour le problème de recherche, mais en même temps, c'est aussi une formation, en fait. Donc, je pense que ça permet aussi de travailler avec des gens qui sortent de l'école. Donc, c'est différent au niveau de travail. Donc, à Google, c'est plus orienté vers les applications, c'est plus des chercheurs confirmés, etc. Donc, c'est assez différent, en fait. C'est plus aussi les applications qui sont en avant. Et donc, personnellement, pourquoi j'ai fait ce choix? Donc, moi, j'étais à l'INRIA depuis le début de ma carrière. Et donc, quand j'ai eu cette possibilité-là, je trouvais ça intéressant de voir autre chose. Et je trouve que c'est bien aussi de changer de temps en temps et voir autre chose, quitte à revenir après ailleurs. Mais ça m'a permis vraiment d'ouvrir un peu un horizon différent, voir d'autres manières de travailler, d'apprendre de nouvelles choses, en fait. Oui, et une expérience peut enrichir l'autre, j'imagine. Voilà. Et peut-être vous pouvez revenir rapidement sur justement vos travaux de recherche actuels sur la robotique à l'INRIA que vous avez évoqué. Oui, donc ça, c'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc après, on peut apprendre de façon semi-supervisée après des données qui ne sont pas complètement annotées. Mais donc là, pour moi, l'étape suivante, c'est apprendre à partir de l'interaction avec le monde. Donc finalement, encore une fois, si vous regardez l'humain, vous apprenez en touchant les choses et notamment toutes les propriétés physiques, il faut une interaction avec l'environnement. Et donc là, je me suis dit, ce sera intéressant de se lancer dans la robotique. Et donc finalement, c'est un domaine d'exploration qui est beaucoup plus large que juste la vision par ordinateur, parce que là, vous avez les problèmes, évidemment, de comment gérer, contrôler un robot. Après, toutes les problèmes de vision, ils sont encore plus difficiles, parce que là, il faut vraiment reconnaître l'objet, mais aussi avoir une information très précise sur la position. Donc, si vous voulez, par exemple, prendre un objet, il faut vraiment avoir les coordonnées en 3D de façon très précise. Donc, ça ouvre de nouvelles possibilités, de nouveaux problèmes d'exploration en vision. Et après, donc, il y a aussi la composante, ce que vous pouvez appeler IA ou planification, ou donc là, c'est quelque chose que je regarde aussi, savoir comment, en fait, si vous avez une action un peu plus compliquée, comment enchaîner les différentes étapes. Et donc là, ça va au-delà, évidemment, ça va au-delà de juste la vision. C'est vraiment un problème d'intelligence artificielle au sens propre, de vraiment comprendre comment planifier une tâche, comment voir qu'il y a des erreurs, quand un robot fait des erreurs pour revenir en avant, en arrière, etc. Donc là, c'est une nouvelle problématique que je suis en train d'explorer. Et
c'est très intéressant parce que c'est vraiment un problème complètement ouvert aujourd'hui. Oui, bien sûr. Vous avez justement eu le temps d'explorer aussi beaucoup de problématiques en 25 ans de carrière. Vous avez reçu des distinctions, vous avez reçu le prix de l'inventeur européen cette année, ou l'an dernier, cette année, par l'Office européen des brevets. 2024. 2024, c'est ça. Est-ce qu'il y a un projet ou une réalisation dont vous êtes particulièrement fière dans votre carrière de chercheuse? Donc, je pense que c'est plus une suite avancée, mais là, je me suis dit, je nommais 2 avancées. La première, c'était la recherche dans des bases d'images. Donc, après, si vous voyez un objet de point de vue différent, c'est beaucoup plus complexe de le reconnaître. Donc, on a développé une méthode qui fait à la fin une description robuste au changement de point de vue et une méthode d'accès rapide à ces descriptions-là. Et donc, ça a permis pour la première fois d'indexer des images, rechercher des images d'objets semblables dans des grosses bases d'images. Et donc là, c'était vraiment, on avait un prototype qui marche super bien et à l'époque, donc on a aussi reçu un prix pour cette démonstration. Donc ça, c'était quelque chose, à l'époque, j'étais vraiment très fière et je pense que c'est quelque chose, des techniques similaires sont toujours utilisées dans les grands moteurs de recherche d'images. Ça, c'était en quelle année? 2018. D'accord. Et après, le deuxième, c'était en 2019. Oh non, pas 2018, 2008. Et le deuxième, c'était en 2019. Donc ça, c'était un des premières approches qui combinait la vision ou la vidéo avec le langage. Donc c'était un des premiers modèles multimodal qui a permis de interroger le contenu d'image à partir des questions et d'apprendre ça de façon complètement automatique à partir de données à cueillir ou retrouver sur le web. Donc ça, c'était vraiment quelque chose aussi qui se retrouve maintenant dans toutes les architectures actuelles, en fait. Donc, toutes les architectures actuelles utilisent des mécanismes semblables pour combiner la vision et le langage, en fait. Oui, donc on le voit, et vous l'avez déclaré d'ailleurs, l'intelligence artificielle dans son ensemble a le potentiel de transformer la société. Vous me disiez, comme l'électricité en son temps, par exemple. Quelles sont, selon vous, les applications futures les plus prometteuses de la vision par ordinateur? Je crois que vous me parliez notamment de l'assistance aux personnes aveugles, par exemple. Oui, donc je pense... ça va être de plus en plus difficile de faire une frontière claire entre ce qui est vision et d'autres types de modalités. Donc, je pense que les modalités vont se rapprocher. Donc, il y a beaucoup, si vous avez suivi un peu, il y a beaucoup maintenant d'approches qui combinent, par exemple, l'audio, le langage, la vision. Donc, il y a vraiment de plus en plus d'approches qui utilisent ces informations ensemble. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça permet d'ouvrir tout un champ de nouvelles possibilités pour la compréhension d'images, pour l'interaction, à la maison. Donc, par exemple, si vous pouvez imaginer, vous voyez votre environnement, vous avez des questions. Donc, il y a vraiment tout un champ de possibilités qui est nouvelle. Et donc, après, les 2 applications que je pense que j'avais mis là en avant, c'était des assistants aux aveugles et dans les maisons de retraite. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui intéresse beaucoup de gens, notamment dans les maisons de retraite. J'avais eu des retours très positifs. C'était un peu une application que je m'étais imaginée comme ça. Mais ils m'ont dit que c'était vraiment quelque chose qu'ils sont déjà en train d'utiliser et qui sera vraiment utile parce qu'ils pouvaient utiliser ça comme une aide supplémentaire. Donc, ce n'est pas pour remplacer le personnel, mais pour aider, en fait, de voir que, par exemple, le robot, il peut apporter des médicaments ou il peut faire des animations et discuter avec des personnes. Donc, si personne n'a du temps, ils peuvent venir là et interagir avec les gens, leur assister. Donc, tout ce qui est assistance, on est encore loin. Aujourd'hui, on peut pas... Ça n'existe pas encore, mais on peut s'imaginer dans 20 ans qu'il y a des robots qui assistent à des tâches difficiles, en fait. Donc, vraiment aider à des tâches que les humains ont du mal ou on a du mal à trouver des gens pour le faire. Et pareil pour les aveugles, avoir des guides. Donc ça, c'est une application aussi qui est très rigolote, où il y a plein de problèmes. Donc, il faut reconnaître l'environnement, il faut suivre la trace, il faut mémoriser où on était et donc vraiment leur aider pour se retrouver et se localiser dans les environnements. Et vous pensez que dans ce type de projection, d'application, les machines arriveront un jour à un niveau de compréhension presque équivalent à celui ou équivalent même à celui des humains? Oui, donc je pense que c'est le but de recherche. Le but de recherche, c'est vraiment pouvoir retrouver des scénarios où les humains, comme les humains, en fait, c'est le but à long terme. La question, c'est quand est-ce qu'on va y arriver? Donc, il y a des gens qui disent on va arriver dans 5 à 10 ans, d'autres qui disent ça va prendre plus longtemps. Après, ça dépend aussi quel est le delta que vous mesurez. Donc, par exemple, si vous pensez à quelqu'un d'aveugle, vous dites
en 90% de cas, c'est correct. Et si vous ne le savez pas, vous dites je ne sais pas. Donc, du coup, ça va certainement aider la personne. Donc, toutes ces choses-là pour aider, je pense que ça va être facile à être déployé. Ou par exemple, si vous pensez à la détection de maladies, donc vous avez l'outil qui aide le médecin de dire voilà, c'est ça, ça, ça. Et donc, il peut retrouver plus facilement aussi des informations pour l'aider à prendre des décisions. Donc, ça, c'est des choses qui vont être là. Après, la robustesse à 100% qu'on a pour l'humain, je ne sais pas, c'est difficile à dire, mais je crois qu'on arrivera. Par contre, ce qui est peut-être plus dur, c'est la capacité de raisonner, en fait. Donc, ce n'est pas la vision par ordinateur, la vision par ordinateur. Donc, ça, je pense, on pourrait arriver. Mais après, donc, ce qui manque aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas vraiment faire, c'est raisonner et découvrir des nouveaux algorithmes. Enfin, dire à la machine, maintenant, c'est toi qui développe mon algorithme. Moi, j'attends juste que ça soit prêt. Et donc, ça arrive pas. Ça c'est pas du tout là. Et donc, ça, c'est une pari ouvert. Quand est-ce qu'on va arriver là? Donc. Ouais. Et après, le dernier commentaire, c'est il y a aussi des tâches où la machine est beaucoup plus performante que l'humain, en fait. Donc, ça, c'est, par exemple, retrouver, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, retrouver des endroits. Vous avez une photo, vous voulez savoir où c'était. Bon, enfin, je vous demande, vous savez pas, mais si vous avez stocké toutes les informations dans une base d'images, vous pouvez le retrouver facilement. Ou pareil, donc ça c'est pour les maladies. L'avantage, si vous avez, enfin l'ordinateur a une base où il a toutes les maladies, enfin toutes les images stockées, potentiellement il a une connaissance qui est plus grande qu'un médecin parce qu'il a vu globalement plus d'informations. Donc là, il y a des applications comme ça où la machine en fait peut avoir un certain avantage. Et donc là, parce que c'était votre question sur l'électricité. Donc là, je pense qu'il ne faut pas hésiter d'utiliser ces avancées pour vraiment aider la société d'avancer. Et donc, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de discussions, mais je pense globalement, c'est un progrès pour la société, pour tout ce qui est médical, pour tout ce qui est environnement, etc. Donc. Et alors, on peut quand même pas faire fi quand on parle de ces avancées, des questions éthiques qui se posent dans le développement de ces outils. Vous, en tant que chercheuse, comment vous intégrez ces préoccupations éthiques dans vos travaux ? Donc, il y a beaucoup de questions qui, notamment, c'est des questions sur le biais de données. Donc, ce qu'on regarde aussi, comment on peut faire qu'il y a le biais de données, qu'on le détecte, qu'on l'évite, qu'on rend les données plus sûres. En fait, c'est pas vraiment éthique, mais on est plus sûr. Donc après, le mot d'éthique, c'est aussi... Enfin, c'est une question aussi, qu'est-ce que vous appelez éthique? Donc mais c'est vrai que la question des données biaisées, c'est un vrai sujet. Oui, mais éthique, c'est tout un champ très large. Mais donc nous, ce qu'on regarde un peu les données biaisées, un peu les choses qui peuvent tourner mal, donc de sécuriser les algorithmes. Et après, bon, vous avez tous suivi la discussion entre les États-Unis et l'US et l'Europe sur qu'est-ce qui sont les limites, comment on fait. Et donc du coup, c'est une question, bon, c'est pas moi en tant que chercheur, c'est pas vraiment à moi de résoudre ce problème, mais c'est un vrai débat ouvert aujourd'hui. Je pense que c'est un des gros débats et c'est clair qu'en limitant, on restreint le champ d'utilisation. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou non? C'est aux politiques de décider. Mais en tant que chercheur, c'est clair qu'on a envie de faire avancer les choses le plus possible, en fait. Donc c'est un peu... Oui, et peut-être vous êtes aussi en bonne position pour... expliquer quels sont les risques, quels sont les bénéfices pour que les politiques puissent prendre des décisions de manière informée. Parce que souvent, ils connaissent mal le sujet. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr qu'on peut faire. Mais après, c'est aussi une question... Oui, c'est une question aussi de société, en fait. Quels sont les risques qu'on veut prendre? Comment on gère ça? Quelles sont les priorités? Donc, c'est une question difficile, en fait, je pense. Bien sûr. Alors vous, à titre personnel, alors il y a beaucoup de débats dans le milieu de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'AGI, General Artificial Intelligence, cette machine qui surpassera toutes les compétences humaines, il y a beaucoup de gens qui disent que ça arrivera un jour, d'autres que ça arrivera jamais. Est-ce que vous pensez que ça arrivera? Est-ce qu'il faut craindre cette arrivée? Donc, est-ce que ça arrivera un jour et à quelle mesure? Je ne le sais pas. Je pense que personne ne peut le prédire aujourd'hui. On peut s'approcher pour des données, pour des problèmes concrets à des solutions. Mais est-ce que vraiment la machine peut raisonner et peut dire, voilà, je vais faire une carrière de chercheur? Je ne le crois pas. Bon, après, sinon, on n'aura plus de travail. Mais après, après, il y a des risques qu'il faut gérer.
Et après, je pense quand même il ne faut pas avoir peur d'utiliser les avancées pour les problèmes médicaux, l'environnement. Donc, vraiment avoir une attitude positive et de dire ça peut aider, tout en limitant évidemment les risques. Mais donc, moi, je pense que c'est pas une question c'est pas une vraie question. C'est vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire et à un moment où on voit qu'il y a un problème, intervenir. Donc, et là, aujourd'hui, on est encore loin. On n'a pas la machine qui va tout faire tout seul, en fait. Donc, c'est pas... Alors peut-être une question un petit peu plus personnelle. Vous êtes dans un milieu, un domaine de recherche qui est très masculin malheureusement, enfin pas assez paritaire. Est-ce que ça vous a impacté dans votre carrière et est-ce que comment on peut essayer d'attirer plus de femmes dans un secteur qui est quand même vraiment en train de révolutionner plein de pans de notre société? Oui, donc moi personnellement, j'ai pas trouvé que ça m'a vraiment impacté. Donc, j'ai toujours eu la possibilité d'avancer. Bon, c'est vrai, c'est un milieu un peu spécial, c'est clair, mais on s'habitue en fait. Donc, c'était pas. Moi, j'ai pas trouvé que j'ai eu vraiment des désavantages particuliers. Enfin, c'était pas. Pour moi, c'était pas une question. Mais après, donc moi, pour la question de société, c'est clair, j'ai toujours essayé de pousser et de voir comment on peut avoir plus de femmes dans le domaine, mais pour l'instant, je trouve que ça reste très, très difficile. Et donc, c'est une autre question quand même ouverte. Mais moi, quand je regarde à l'école, comment ça se passe avec ma fille, on voit déjà que les filles sont systématiquement découragées. Donc, nous, on arrive, on pousse notre fille, mais il faut toujours être là pour pousser. Et je trouve que les filles se découragent beaucoup plus rapidement que les garçons en ce qui concerne les maths et la physique. Et je pense que c'est une question de société. Donc finalement, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je l'observe et je trouve ça un peu triste en fait. Mais bon, Et est-ce que votre fille est partie pour suivre les pas de sa mère ou pas du tout? Bon, c'est à voir. Elle veut faire la médecine, voilà. Donc c'est entre les deux. Elle veut pas faire l'informatique, mais la médecine, comme je disais, c'est aussi un domaine où il y a vraiment beaucoup de pas. Mais quand je vois ça, je sais pas. Je sais pas. Et finalement, c'est sûr, il y a beaucoup d'actions. On va dans les écoles, on aide les filles. Mais pour l'instant, ça reste très... je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il n'y a pas un succès énorme. Donc, je sais pas si à terme, on peut changer la société ou si ça va juste rester comme ça, que les rôles sont définis et finalement, ça se propage, en fait. C'est ça, c'est une espèce de propagation que les filles, ils ont plus attiré par autre chose, par des biais, je pense, de la société, parce que c'est pas du tout qu'elles ne peuvent pas faire des maths, en fait. C'est pas... Et alors peut-être une dernière petite question avant qu'on passe aux questions du public. Si vous pouviez transmettre un message aux jeunes étudiants ou aux futurs jeunes chercheurs et chercheuses qui veulent se lancer dans ce secteur, à l'heure où c'est vrai qu'on parle beaucoup de la situation des chercheurs, des problèmes de financement, etc., qu'est-ce que vous leur diriez ? Oui, donc je dirais il faut pas se décourager, il faut croire ce qu'on fait, il faut vraiment avancer. Donc si vous avez envie de faire la recherche, il faut avancer sur le chemin. Donc après, il faut croire en ce qu'on fait et pas se décourager, je pense. Merci beaucoup, Cordélia. Merci, on vous applaudit. Merci, Cordélia Schmid. Merci beaucoup. Alors, n'ayez pas peur, vous allez être éblouis. Pas par moi, non, mais plus prosaïquement, par les projecteurs. Qui se lance? Un courageux, une courageuse? Monsieur, on vous donne un micro. Ce monsieur est un habitué. Oui, oui, je suis habitué. Oui. Ma question, c'est, je vois toujours que pour les gens qui, sur les bases d'images, etc., c'est des images qui sont donc monoculaires. Or, l'homme a 2 yeux déjà, donc pourquoi ne pas constituer des bases de données qui soient binoculaires? Et j'irai même plus loin, pourquoi pas 3 yeux, 4 yeux? Ça simplifierait peut-être les problèmes. Oui, c'est une très bonne question, c'est une excellente question. Quelqu'un m'a l'a posée l'autre jour et donc la réponse est pratique. Les caméras aujourd'hui, souvent, ils sont qu'une caméra. Les appareils photo, ils sont qu'une caméra, ça commence à voir. Donc les données ne sont pas là. Donc on a regardé ça il y a une dizaine d'années et trouvé des données stéréo en grande quantité, ça n'existe pas en fait. Donc après, deuxième volet sur la réponse, si vous regardez ce qui se fait en voiture autonome ou en robotique, on utilise toujours, nous, on utilise 4 caméras, par exemple. Nous, on utilise 4. C'est pas le robot, on a fait des expériences.
clairement, il y a 2, c'est mieux que 1, et après, jusqu'à 4, et après, ça sature un peu, mais après, vous pouvez mettre un dôme. Vous avez encore plus de précision de reconstruction. Donc, c'est très clair. C'est clair que plus de caméras, ça marche mieux. Et j'ai envie de dire 2, parce que l'humain 2, c'est pas un argument, en fait. Si vous avez plus de caméras autour de l'objet, vous avez une reconstruction, une observation qui est bien meilleure, en fait. Donc, mais les données ne sont pas là. Aujourd'hui, les constructeurs d'appareils photo, c'est une image, en fait. Et après, dernière réponse, c'est pour les vidéos, c'est un flux. Donc là, vous pouvez simuler un peu pour avoir des propriétés similaires à multiples caméras. Enfin, si vous bougez le flux vidéo. Pas mais ça existe. Il y a des mesures d'orientation, des choses comme ça. Mais bon, si vous construisez des téléphones, vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous voyez si les gens sont prêts à payer. En fait, c'est ça, les gens ne sont pas prêts à payer parce qu'enfin, ils ne veulent pas interpréter les images, ils veulent les voir eux-mêmes en premier lieu, en fait. Monsieur, on vous passe le micro. Dans votre Vous pouvez vous laboratoire, lever comme ça. on dit la responsabilité, c'est très important pour la vision. Dans votre laboratoire, vous prenez combien de temps pour les responsables, pour votre vision, pour identifier les objects? Identifier les Objects. Quand l'objet il a bougé. Je n'ai pas compris la question. Ça veut dire, je conduis la voiture, oui, vous regardez les objects, oui, vous identifiez par la vision, vous êtes responsable dans combien de temps, combien de millisecondes? Le temps de réponse. Oui, le Pour temps de réponse reconnaître pour identifier. Oui, c'est ça, pour identifier. Oui, pour identifier précisément les objets. Oui, les approches les plus rapides, ils tournent à une frame rate, donc en temps réel. Donc c'est quelques millisecondes. Donc, ça, c'est un paramètre de l'approche, en fait. Donc, vous avez des approches qui tournent en temps réel. Par exemple, pour la voiture autonome, il faut que ça tourne en temps réel. Vous ne pouvez pas vous arrêter et réfléchir. Donc, ça, c'est des approches qui tournent en réel. Ça existe. Et après, il y a des approches comme, par exemple, des multimodal LLM qui prennent 1 minute. Donc, vous avez vu, vous pouvez essayer. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, ça dépend vraiment des algorithmes. Donc, il y a des algorithmes très rapides comme des algorithmes très longs. Donc. Madame. Merci beaucoup. Du coup, moi non plus, j'aime pas conduire, et donc j'aimerais bien qu'on ait une voiture autonome. Mais par contre, je suis un peu inquiète quand on voit, par exemple, les attaques qu'on peut faire en laboratoire où on fait croire à une voiture qu'un panneau 130 km/h, c'est un panneau stop, par exemple, donc via ce qu'on appelle les exemples adversariaux. Et je me demandais si vous pensiez qu'on pourrait avoir un jour des protections contre ce type d'attaque et si on aurait des algorithmes suffisamment robustes pour qu'on puisse vraiment avoir pleinement confiance en la voiture quand on conduit. C'est une bonne question. Donc, j'ai envie de dire concrètement pour vos panneaux là qui sont fins. C'est un exemple qu'on entend souvent, mais si vous savez où vous êtes et le panneau dit 130 et vous savez que vous êtes en ville, c'est clair que c'est faux. En fait. Donc, vous pouvez utiliser justement les informations complémentaires pour détecter ce genre de problèmes. Et après, c'est un domaine de recherche, donc les adversarial attacks. Donc, si vous dites, je peins ma voiture devant avec quelque chose que je ne la détecte plus, et après, la voiture rentre dans cette voiture, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ça, c'est des choses, en fait, ça peut aussi être résolu, avoir des capteurs multiples. Donc, il y a des solutions, je pense, concrètes qu'on peut mettre en place pour éviter ça. Moi, je pense que ce qui est peut-être plus un problème, c'est tout ce qui tourne autour de cybersécurité. Donc, si quelqu'un pirate votre voiture, donc moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plus peur, parce que si quelqu'un pirate la voiture et dit, mais non, fonce à toute vitesse et il rentre dans un mur. Et donc ça, je pense, pour moi, on n'a pas parlé, mais pour moi, c'est un domaine qui va, si on parle de éthique et sécurité, ça va vraiment de pair de cybersécurité. Et c'est quelque chose qui peut être encore plus important que l'IA aujourd'hui, parce que c'est un problème qui revient tout le temps dans toutes les applications. Et là, j'y pense pour la voiture, c'est vraiment ça qui me fait peur, en fait. C'est même pas les exemples extérieurs, c'est vraiment quelqu'un qui utilise ça pour un but malveillant, en fait. Est-ce qu'on a une dernière question? On a été exhaustif. Merci et bravo encore à Cordélia Schmid. Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes pour essayer ensemble de relever les défis climatiques. Tout un programme. À tout de suite.